de biodiversité, des solutions fondées sur la nature. Comment est-ce qu'elles peuvent nous aider à mieux aménager nos territoires, à mieux faire face aux risques climatiques, hein. Vous le savez, la biodiversité, c'est bien plus qu'un enjeu écologique, c'est aussi une alliée précieuse pour l'adaptation et la résilience de nos territoires. Alors, quelles solutions s'inspirent déjà du vivant pour mieux protéger nos espaces de vie et comment les écosystèmes peuvent-ils renforcer notre capacité à faire face aux crises environnementales? On en parle donc avec nos trois intervenants. Aujourd'hui, je vais vous les présenter. Alors, Diarra Khan, qui est à côté de moi, vous êtes donc adjointe au maire de Saint-Étienne. Vous allez nous expliquer un peu ce qui se fait à Saint-Étienne. Élie Morin, vous êtes fondateur de Pictamap. C'est une société spécialisée en analyse spatiale qui utilise la cartographie notamment pour l'aide à l'aménagement du territoire. Vous allez nous expliquer tout ça. Et Thomas Binet, vous êtes le directeur de Vertigolab, qui est donc un bureau d'études en économie de l'environnement. Vous allez aussi nous en parler. Je voudrais qu'on commence avec vous, Diarra Khan. Saint-Étienne, comme de nombreuses villes d'ailleurs en France aujourd'hui, est confrontée au changement climatique, hein, aux effets du changement climatique, notamment aux îlots de chaleur, aux canicules. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la biodiversité est une réponse à ces défis? Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement? Ok, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, la biodiversité répond à ces enjeux-là. Je dirais qu'en fait aujourd'hui, les enjeux environnementaux, c'est la priorité quand on met en place la biodiversité, mais pas que, parce qu'en fait, je trouve que ces actions, elles sont aussi rentables dans le court terme et dans le moyen terme, long terme, et surtout c'est un levier d'attractivité pour le territoire, et c'est aussi une capacité pour améliorer la qualité de vie des habitants. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, hein, la planète se réchauffe de plus en plus et en plus on a des périodes de crues qui sont assez importantes. Et nous, ville de Saint-Étienne, donc malgré qu'on c'est une ville qui est en altitude, hein, il y a plus de 500 mètres d'altitude, on a des étés caniculaires, on a des périodes assez intenses en chaleur. Et du coup, on a mis en place un plan d'action local sur la biodiversité en intégrant plusieurs acteurs, et c'est devenu une nécessité pour nous. Donc ça fait des années qu'on travaille dessus, hein, ça fait depuis 2014 et on a renforcé ce plan d'action, et ce plan d'action il a plusieurs portées. La première, donc c'est concernant les îlots de chaleur, c'est mettre en place finalement des îlots de fraîcheur au sein du territoire, et ces îlots de fraîcheur ils vont être possibles grâce à la végétalisation du territoire, mais aussi de mettre en place des corridors écologiques. Donc, la ville de Saint-Étienne, pour information, elle a trois sites Natura 2000 qui sont sur le secteur de la ville de Saint-Étienne. Donc, Saint-Étienne est connue pour les verts, mais effectivement, tout autour de la ville de Saint-Étienne, c'est très vert. Et ça, c'est une chance pour nous. Donc, on va utiliser ces parcs, notamment le parc régional du Pilat, mais aussi le parc régional des Gorges de la Loire, pour faire des corridors entre les deux, sachant qu'un est plutôt positionné à l'est, l'autre plutôt positionné à l'ouest. Et donc, on a mis en place des corridors écologiques entre ces deux gros parcs qui sont un vrai atout pour nous. Aussi au niveau des îlots de chaleur, il y a aussi la plantation d'arbres. Et ça, il y a énormément de villes qui ont mis en place un gros projet au niveau de la plantation d'arbres. Et on a mis en place également la charte de l'arbre et un barème des arbres de notre territoire pour les connaître, pour savoir lesquels sont plus adaptés. Et en fait, on a 7 collines sur notre territoire. Et il y a certains arbres qui vont sur une colline et pas sur une autre colline. Donc on identifie à chaque fois quel est le meilleur arbre en fonction des 13 quartiers que nous avons sur la ville de Saint-Étienne. On a fait le développement aussi de parcs, de jardins assez denses sur le territoire. Et ça, on a accentué ça depuis 2020. Et il y a tout ce qui concerne la trame verte, la trame bleue et la trame noire. Donc on parle beaucoup de trame verte et de trame bleue. Donc la trame verte, donc tout l'espace végétal, la trame bleue, tous les systèmes aquatiques, et la trame noire, parce sur notre territoire, on a identifié 3000
espèces et on a 108 espèces qui sont menacées. Et parmi les 108 espèces qui sont menacées, elles sont menacées à cause aussi de la pollution lumineuse. Et donc, à un moment donné, on a dit qu'il fallait mettre aussi en place des trames noires pour avoir certaines parties du territoire où il n'y a pas de pollution lumineuse, et on fait en sorte aussi de faire des corridors avec moins de pollution lumineuse. Donc ça, c'est pour la partie des îlots de fraîcheur, mais aussi on a tout ce qui concerne les inondations. Et malheureusement, il n'y a pas très longtemps, on a eu un très fort épisode de crue. Je pense que vous avez vu aux informations. Donc, on a ce qu'on appelle la vallée du Gier, donc qui est sortie de son nid. Et comme je vous disais tout à l'heure, on a 7 collines. Donc en bas des collines, malheureusement, ça prend très très vite l'eau. Et donc dans notre plan d'action qu'on a renforcé encore sur l'année 2025, ça permet de mettre en place plusieurs actions pour faire en sorte qu'il y ait moins d'inondations sur certains quartiers. Parce que c'est vrai que sur les hauteurs, on n'a pas ce souci-là, mais ceux qui sont en bas des collines, dès qu'il y a des très fortes pluies, donc ils sont tout de suite touchés. Donc on va réduire les risques d'inondation, on va remplacer le béton par des revêtements qui sont drainants. Donc il y a certains quartiers qu'on a totalement revu le tapis du sol pour mettre des revêtements drainants. On va restaurer les sols aussi pour faire une ville qui va absorber l'eau. Et aussi, on a eu un projet pour renaturer aussi des berges, des rivières et avoir une espèce d'absorption de l'eau à l'extérieur de la ville pour éviter qu'elle redescende directement sur le centre-ville, parce que le centre-ville est en bas, typiquement en bas d'une colline. Et si vous connaissez, pour ceux qui suivent le foot, le stade Geoffroy Guichard, c'est un quartier qui prend très très vite l'eau. Et le fait d'avoir renaturé le courant d'eau qui passait du nord au sud de la ville de Saint-Étienne, le fait de l'avoir renaturé, donc ça nous a permis d'éviter à ce secteur-là d'être inondé. Est-ce que vous voyez déjà des effets toutes ces choses qui ont été mises en place, ça donne quoi concrètement? Oui. On voit déjà des effets, notamment surtout sur la partie inondation. On va dire que sur les îlots de fraîcheur, on a pu tester et se rendre compte qu'il y avait une amélioration de la température sur certains quartiers de la ville. Et sur l'inondation aussi, c'est ces secteurs avant qui, dès qu'il y avait une pluie, hop, directement, ils avaient les pieds dans l'eau. Et là, maintenant, c'est plus le cas. Donc, on est très content par rapport à ça. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'à un moment donné, il fallait sensibiliser nos agents de la ville de Saint-Étienne, et pas que ceux qui travaillent sur l'espace public, mais tous les agents. En fait, toutes les délégations ont été formées, ont été accompagnées, on a mis en place des séminaires, on a tous travaillé ensemble, on a fait un peu ce qu'on appelle du design thinking, donc de réfléchir un peu aux problématiques de notre territoire et pouvoir apporter des solutions. Donc ça a été des séances intenses de travail, et c'est tous par rapport à leur délégation qu'on a pu trouver des solutions à mettre en place. Est-ce que le coût financier de tout ça, ça peut être un frein? Est-ce que vous pensez que certaines villes ont du mal à mettre en place ce type de stratégie à cause du coût? Oui, honnêtement, c'est vrai que dans les freins, il va forcément y avoir le coût. Donc ça, on l'a travaillé avec les élus de la majorité, et on l'a instauré dans les politiques publiques de la ville, sachant que depuis 2020, sur notre plan de mandat, on a créé notre plan de mandat vraiment sur un principe du développement durable, et c'est vraiment la colonne vertébrale de notre plan de mandat. Donc pour nous, il était évident d'investir dans ces projets-là. Et aussi, il n'y a pas que le frein financier, il y a le temps, il y a la dynamique de tous les acteurs. Et au début du mandat, je me suis rendu compte qu'en fait, on avait plein d'acteurs qui étaient très performants sur la biodiversité, mais chacun dans leur sillot. Et donc, il a fallu mettre en place une gouvernance, donc, que j'ai portée en tant que municipalité et en tant qu'adjointe, et de me dire, on va réunir tout le monde autour de la table, on va tous se parler ensemble, on va regarder qui est efficient dans quel secteur, et on va se mettre d'accord sur telle association va travailler sur ce projet, telle entreprise va travailler sur ce projet, les habitants, on va les sensibiliser sur tel autre projet. Donc on réunit tout le monde autour de la table et on décide ensemble. Donc on a décidé ensemble de son plan d'action, et on a été même
très transparent parce que même au niveau des subventions qui sont données aux différentes associations ou entreprises, etc. Donc on a tout affiché et tout le monde était au courant de ce qu'on donnait pour chacune des associations. Et ça a permis de faire des rebonds, de dire à certaines associations, bah, tiens, toi, tu as les moyens humains, bah, je te laisse travailler sur la trame verte. Toi, tu as une connaissance pour étudier les différentes espèces du territoire, je laisse la LPO finalement travailler sur ce projet-là. Et ça a été vraiment, je trouve, l'élément qui nous a fait une accélération dans notre plan d'action de biodiversité. Le fait de pouvoir réunir tout le monde et de se dire on travaille tous ensemble, c'est pour le bien de la nature, c'est pour le bien des habitants et ça a été une vraie réussite. Thomas Binet, le fait d'intégrer la biodiversité dans les stratégies d'aménagement, et ça peut souvent être perçu, on le disait, comme un coût. Comment est-ce qu'on montre qu'en fait c'est un investissement rentable ? En tout cas, merci pour l'invitation et puis merci pour cet exemple parce que je pense que ça introduit parfaitement en fait le sujet. Et je suis très heureux de voir la dynamique aussi collaborative et comment vous avez incorporé le sujet du coût, qui est en effet souvent un frein à l'investissement public et puis beaucoup sur les sujets d'aménagement du territoire en fait. Et donc Nous, Vertigo Lab, c'est un bureau d'études spécialisé sur les sujets de mesure d'impact. C'est basé pas loin d'ici, à Darwin. Et moi, mon background, je suis économiste de l'environnement. Ça existe. Et en fait, je travaille historiquement sur le sujet de l'évaluation économique des services rendus par la nature. Voilà, donc c'est un peu long comme titre, mais ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait... C'est pour ça qu'on a juste mis Vertigo Lab. Ça va. Mais bon, comme les gens restent, je prends un peu mes aises. Donc nous, notre travail, et donc Vertigo a plus de 10 ans maintenant, c'est d'essayer de mesurer les sujets, enfin de traduire en réalité économique des vérités écologiques. Voilà, c'est vraiment d'essayer de poser un certain nombre de fonctions, un certain nombre de services rendus par la nature, d'essayer de les traduire en valeur. Alors, on ne va pas ouvrir le débat, la nature a-t-elle un prix, etc., parce que c'est sans fin. Nous, en tout cas, on utilise ces valeurs économiques parce que certains ne comprennent que ces chiffres, ne comprennent que l'emploi, le PIB, les valeurs économiques. Et donc, on cherche à remobiliser ça sans les pervertir ou sans les travestir pour essayer de peser dans la décision, qu'elle soit publique, privée ou mixte. Et donc ça, c'est un combat de tous les jours aussi pour faire reconnaître ces bénéfices. Qui sont les bénéficiaires? On y reviendra peut-être parce que je pense que c'est vraiment ça la question. Mais essayer de traduire donc en utilisant des euros. Et c'est pas toujours facile. Et peut-être que du coup je peux vous donner quelques exemples. J'en prendrai deux. Le premier qui date un petit peu mais qui est pas loin d'ici puisqu'il est sur le bassin d'Arcachon. Donc je sais pas si on a plutôt des locaux, mais donc le bassin d'Arcachon, il y a des terrains du Conservatoire du Littoral. J'imagine vous savez ce que c'est. C'est un organisme public qui achète des terrains, qui les met en gestion avec des partenaires et qui a une politique foncière à 2050 d'achat dans des zones un peu sous tension. Et donc le domaine de Certes et Graveyron qui est vers le fond du bassin, qui sont des prairies endiguées historiquement et qui sont soumis à l'érosion côtière. En fait, c'est magnifique. Je vous invite à aller visiter ça. Et donc, on a travaillé sur ce domaine de Certes et de Graveyron pour étudier un phénomène de dépoldérisation, c'est-à-dire l'idée de laisser faire l'érosion pour reconnecter, retravailler l'interface terre-mer et laisser faire l'érosion contre la digue pour redonner à la mer en fait des prairies endiguées. C'est un sujet qui est culturellement compliqué, le fait de redonner des terrains qui ont été difficilement gagnés contre la mer. Le fait de retravailler donc pose question, y compris en termes économiques. Et donc nous, on a cherché à objectiver ce sujet-là en se disant, finalement, qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça rapporte. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'en termes de coûts, on a surtout parlé de coûts évités parce que le renforcement de la digue, c'était plusieurs centaines de milliers tous les ans, voire tous les 2 ans, pour renforcer la digue, pour lutter contre l'érosion. Et en fait, ce qu'on a vu en étudiant la dépoldérisation, c'est un terme encore un peu long, mais ce laisser-faire de l'érosion, c'est qu'on a récupéré des écosystèmes de présalés
qui sont hyper importants pour le bassin d'Arcachon et qui jouaient ce rôle en fait d'effacement des vagues et d'effacement de l'érosion. Et donc on n'avait plus besoin d'une digue avant, on a renforcé un peu la digue arrière et en fait ça coûtait beaucoup moins cher et finalement on laissait faire la nature qui jouait elle-même ce rôle de tampon sur l'érosion. Et ensuite, on avait des présalés qui sont des écosystèmes ultra importants pour le bassin d'Arcachon, mais pas pour forcément les riverains qui sont derrière, c'est pour les ostréiculteurs, parce que c'est un rôle de filtration des sédiments, de filtration et de rôle de tampon sur la qualité de l'eau, donc de lutte contre l'érosion. Mais il y a aussi un rôle de filtre qui est aussi important pour les opérateurs de tourisme. Et donc, d'un problème ultra local, qui opposait riverains, enfin opposait en tout cas, qui posait question avec des riverains et un conservatoire du littoral qui laissait faire, on en est venu à poser un sujet qui est objectivé à l'échelle du bassin d'Arcachon avec potentiellement des financeurs ou des bénéficiaires qui étaient à l'extérieur et qui pouvaient rentrer dans le débat de comment est-ce qu'on finance. Et les présalés notamment sont un des critères qui limite le fait d'être reconnu en agriculture, enfin en biologique, en ostréiculture biologique. Ça vous paraît bizarre, mais on peut être huître bio, mais ça dépend en fait de la disponibilité de certains écosystèmes, en l'occurrence sur le bassin d'Arcachon, qui ne peut pas être bio parce qu'il n'a pas assez de présalé. Donc ça, je serai rapide, mais du coup ça c'est le sujet solutions fondées sur la nature et interface côtier et littoral. Donc ça, c'est super intéressant puisqu'au final, la politique foncière du conservatoire rapporte 2 millions d'euros en termes de services rendus. Voilà. Et 700 000 euros par an sur le domaine de Certes et Graveyron. Donc on voit qu'il y a des bénéfices qui dépassent les coûts associés. Donc ça, c'était intéressant et ça a été largement repris, aussi discuté avec les élus pour justifier, parce que souvent les décisions, elles se prennent, les élus, ils n'ont pas un dossier A, un dossier B, ils regardent ça tout le week-end et en fait ils disent bon ben c'est celui-là que je prends. C'est plutôt, ça se situe dans un couloir juste avant de prendre les décisions, et puis si on est capable de dire c'est X emplois, c'est X euros, bon ben là on peut peser dans la décision. Et sur le sujet de la nature en ville, puisqu'on travaille aussi, donc c'est un autre sujet qui est important, parce que justement, il y a beaucoup de communes, de territoires qui commencent à développer la lutte contre les îlots de chaleur, la gestion des eaux pluviales, etc. Donc, nous, on a travaillé sur un certain nombre de ces projets. La prairie des Égalades à Marseille, par exemple, où on a évalué, en fait, à un moment donné, la ville de Marseille a eu le choix entre faire une piscine en béton pour récupérer les eaux pluviales ou faire une prairie ouverte au public pour gérer ces excès d'eau pluviale. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon les solutions fondées sur la nature. Bon, c'est une prairie, quoi. Voilà. Comme une haie, c'est une solution fondée sur la nature. Bon, allez pas me demander pourquoi on utilise ça. Mais en gros, on a pu évaluer les co-bénéfices de cette prairie, donc qui assurait le même rôle que cette piscine en béton, mais qui en plus permettait d'avoir un accès au public, c'est-à-dire que en fait, les riverains sont contents. Ça a généré une plus-value immobilière assez inespérée pour le territoire, enfin pour toute la zone. On a travaillé de la même manière sur des îlots de chaleur, par exemple sur une grande ville, où un hectare de parc arboré constitue l'équivalent d'une clim géante de 260 MW par an, ce qui représente environ 65 000 euros de clim artificielle en équivalent clim, si je puis me permettre. Et sur les gestions des eaux pluviales, pareil, 1 hectare de parc arboré, c'est 5 000 m3 gérés par an. Donc ça, c'est cher à gérer, des mètres cubes, surtout quand il pleut. Et puis avec ces effets de déclenchement, quand on sait que, je crois que c'est à Bordeaux, par exemple, au-delà de 10 mm de pluie, en fait, les vannes s'ouvrent. Et comme la gestion des eaux, les eaux pluviales sont mélangées avec les eaux usées, en fait, on ouvre les vannes, on bypass les stations de traitement, et donc en fait, on se retrouve avec des polluants assez importants. Donc, tout mètre cube économisé par cette gestion des eaux pluviales, c'est hyper important en termes d'euros. Est-ce qu'il y a encore un travail de fond à faire pour convaincre les collectivités, même les citoyens, des bénéfices de ces solutions fondées sur la nature, justement, comme on les appelle? C'est quoi qui freine aujourd'hui? Après, moi, je vous parle d'euros. L'euro, c'est intéressant, mais la question, c'est sur quel compte en banque se retrouve cet euro. Et donc là,
c'est là que c'est un petit peu plus compliqué à défendre, c'est-à-dire que souvent on a des coûts publics et des bénéfices privés. Ça, c'est des choix d'opération et d'aménagement qui sont dans la plupart des cas la règle, on va dire, quoi. Moi, je vous parle aujourd'hui là de bénéfices qui sont publics, qui sont partagés et qui ne sont pas privatisés d'une certaine manière. Donc, je pense qu'il faut arriver à démontrer l'aspect de bénéfice quand on parle de plus-value immobilière. Là, pour le coup, ça commence à parler. On a travaillé sur le rôle du Conservatoire du littoral dans le fait de créer de la plus-value pour le foncier qu'il y avait vu sur ce site. C'était assez énorme en termes d'euros. Et c'est clair que les riverains, ils sont hyper contents d'avoir un site qui est sanctuarisé, inaliénable, et sur lequel leur appartement aura vu toute leur vie, quoi. Et donc ça, on rentre dans le registre des bénéfices privés. Mais je pense que aujourd'hui, au-delà du débat sur la nature a-t-elle un prix, sa valeur, etc., c'est qui sont les bénéficiaires et comment est-ce qu'on organise le rapatriement d'une partie de ces bénéfices autour des acteurs publics et privés. Je pense que c'est un débat qui est vraiment central. Élie Morin, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que la cartographie et les images satellites que vous utilisez, elles peuvent aider justement les collectivités à mieux adapter leur aménagement du territoire? Merci pour la question. Moi, je suis docteur en écologie et en géographie. Et ce qui est intéressant dans mon parcours, je dirais que c'est une collectivité qui a financé ma thèse. Et l'objectif, c'était de mieux modéliser ce qu'on appelle les corridors écologiques, comme vous l'avez bien dit. Et comment le faire? En fait, on doit prendre de la hauteur, on doit cartographier, vue du ciel, ce qui se passe sur nos territoires. Et on a besoin d'identifier chacun des arbres en ville, chacun des arbres sur notre territoire, pour comprendre comment un écureuil fait pour aller d'une forêt à une autre. Si on sait comment fait un écureuil pour aller d'une forêt à une autre, on sait comment limiter notre impact sur la biodiversité. Et ce qui est assez fou dans la continuité de mes travaux de recherche, c'est qu'on a commencé par cet axe-là, et ensuite on est allé, grâce à ces cartographies précises de la végétation, sur la thématique des îlots de chaleur urbains, et l'idée de trouver des solutions de mitigation de la chaleur. Et donc on a besoin de passer par des modélisations, d'essayer de cartographier les îlots de chaleur urbains, les îlots de fraîcheur urbains, à travers l'analyse des images satellites, mais aussi des modélisations pour essayer de prendre en compte 3 paramètres sur le ressenti de la température. Et ça, c'est, je pense, quelque chose qu'il faut garder en tête. Le ressenti de la température, c'est d'abord les ombres. En fait, dès qu'on est exposé directement au soleil, il fait super chaud. Donc les ombres, c'est vraiment très important quand on lutte contre la chaleur. C'est l'évapotranspiration générée par la végétation, c'est-à-dire l'humidité qui est relarguée par la végétation et donc qui va contribuer à rafraîchir l'air, et l'albédo, donc grossièrement la couleur des surfaces qui permet d'éviter de stocker de la chaleur. Et donc ces 3 paramètres, les ombres, l'évapotranspiration et l'albédo, ça nous permet de tester des scénarios et de prédire avant même la création de l'aménagement quel impact aura un aménagement sur l'effet îlot de chaleur urbain. Et donc pour boucler la boucle, on est sur un projet de recherche qui s'appelle INNOV, qui est piloté par 2 chercheurs à Poitiers, Sophie Beltran-Bec et Nicolas Bec pour les citer, qui réunit en fait beaucoup d'acteurs du territoire, donc Grand Poitiers, qui réunit une équipe donc de chercheurs sur la biodiversité, sur la géographie sociale et sur une équipe du CHU, pour comprendre comment l'impact des îlots de chaleur urbains, enfin pour comprendre quel est l'impact des îlots de chaleur urbains sur le vivant, donc à la fois les humains, d'un point de vue social, comportemental, mais aussi pathologie sanitaire, psychologique, et sur la biodiversité, comment en fait ça se passe sur le territoire. Donc globalement, ce qu'on observe, c'est que l'effet îlot de chaleur urbain, tout le monde y est confronté, y compris le vivant. Et donc là, on est en train de mener des études sur les oiseaux, les chiroptères, donc c'est les chauves-souris, et donc la trame noire dont vous parliez encore une fois, et les cloportes, c'est le modèle emblématique du laboratoire, c'est les petits crustacés qui se mettent en boule, qui sont tout mignons pour certains. Et donc comprendre quel est l'impact pour ces organismes, c'est aussi comprendre comment ça nous impacte nous, parce que si eux ils sont stressés à une échelle de quelques années, c'est du stress que nous on va percevoir, pas forcément directement, mais qu'on va ressentir tout au long de notre vie. Et donc pour finir, en fait, cette approche cartographique, elle est intéressante parce qu'on arrête de travailler en silo. On arrête de se dire ok, on travaille sur les îlots de chaleur urbains, on va juste replanter des arbres, mais non, en fait, quel est l'impact
de planter des arbres sur la biodiversité, sur la qualité de vie en ville, sur les îlots de chaleur urbains. On doit essayer d'avoir une approche systémique, un peu comme vous l'avez fait, et avoir des arguments, un peu comme Vertigo Lab le propose, pour déclencher les actions. Il faut absolument déclencher des actions parce que on est beaucoup à se regarder quand il y a beaucoup de problématiques complexes et nombreuses, on tend vers l'inaction. Et l'objectif, c'est justement de trouver les outils, de fédérer autour de notre qualité de vie humaine, autour de ces outils. Et donc tout ça, en fait, je le fournis à travers la société que j'ai créée l'année dernière qui s'appelle Pictamap. Comment ça marche alors Pictamap, justement, vous travaillez avec qui? Avec des collectivités directement? Qu'est-ce que vous leur proposez exactement? Avec des collectivités, oui, du coup, Grand Poitiers, avec qui on travaille sur un petit peu toutes ces facettes. Avec aussi du privé, on travaille avec le parc du Futuroscope, parce qu'en fait, les problématiques sont aussi les mêmes à plus petite échelle. Et quand on travaille la donnée cartographique, on est capable d'aller à cette échelle de modéliser les ombres et donc le ressenti de la température sur le parc à l'échelle humaine. Et c'est important pour l'expérience visiteur et puis passer un bon moment en fait. Parce que quand on est dans une file d'attente, on n'a pas envie de rester en plein soleil. Donc ça, on travaille aussi avec des bailleurs et des promoteurs. L'idée, c'est de fournir notre solution et d'avoir toutes les clés en main en fait, d'avoir toutes les cartes en main, sans mauvais jeu de mots. Et voilà un petit peu ce qu'on essaie de fournir. Vous l'avez dit, votre travail, il met aussi en évidence les liens entre biodiversité et risque climatique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les résultats les plus marquants de ce que vous avez observé? Oui. La difficulté, c'est que souvent, on a des facteurs confondants. Je m'explique, si vous travaillez sur les îlots de chaleur urbains, souvent les îlots de fraîcheur urbains, ce sera des espaces où il y aura un espace aquatique, une mare, une retenue d'eau, beaucoup de végétation, alors qu'un îlot de chaleur urbain, ça va être un espace où il y aura un parking devant un supermarché, tout va être très minéral, et donc, est-ce qu'on teste l'effet de la chaleur ou est-ce qu'on teste l'effet de la présence de végétation? Et donc souvent on se retrouve avec des communautés d'espèces, donc des oiseaux par exemple, qui vont être très différents d'un site à l'autre. Et ça c'est assez complexe à prendre en compte. Mais voilà, ce qu'on observe, c'est que globalement il y a moins d'espèces différentes dans les îlots de chaleur urbains. Mais en même temps, c'est des espaces qui sont intéressants parce qu'il y a beaucoup de micro-habitats, ce qu'on appelle des micro-habitats, c'est-à-dire des petits espaces très escarpés où un moineau va pouvoir nicher, où il va pouvoir y avoir des cloportes un petit peu partout. Donc l'idée, c'est d'aller vers la déminéralisation des espaces. Et de travailler sur cette notion de ruissellement de l'eau aussi, d'espace de fraîcheur. Voilà, plus d'espèces dans les îlots de fraîcheur urbains que dans les îlots de chaleur, mais c'est des habitats différents. Alors il faut essayer de prendre ça en compte de manière systémique. Thomas Binet, je voudrais revenir à ce que vous disiez. Vous disiez que la problématique, c'était qui sont les bénéficiaires. Pourquoi est-ce que pour vous, c'est le sujet principal aujourd'hui? Si je prends un exemple, on est sur le bord de mer. J'ai un opérateur qui veut construire un hôtel. Il se trouve que c'est une zone humide ou en tout cas une zone naturelle. Si je suis cet opérateur hôtelier, je vais arriver devant mes élus et dire ben voilà, moi c'est 25 emplois, X centaines de milliers d'euros d'investissement, des constructeurs locaux, etc. Donc je suis capable en gros de faire de montrer que les coûts vont générer un effet d'entraînement sur le territoire. C'est aussi des choses qu'on fait. Alors on ne travaille pas forcément pour les hôteliers, enfin ça dépend. Mais en tout cas, donc c'est plus facile de mettre en avant le fait que ça va générer un effet d'entraînement sur l'économie locale et qu'ensuite ça va générer des bénéfices privés. Donc celui qui bénéficie de cette opération-là, il est forcément très très motivé pour le mettre en place. Le défenseur de cet espace naturel ou cet écosystème, cette zone humide, etc., bah souvent c'est soit une association ou soit en fait la réglementation en elle-même, mais il y a personne qui est vraiment qui a un bénéfice essentiel de cet écosystème et qui est prêt à le défendre. Donc c'est souvent
ok de poser des euros, mais très difficile en fait d'arriver à mettre en avant que voilà de motiver certaines personnes pour qu'elles défendent cet écosystème. Et donc on a cette logique là, bénéfices et coûts, et qui bénéficie et à qui ça coûte. Ça c'est une première question. Il y a aussi, je pense, une question de savoir-faire et de technique. Et donc moi je trouve que notamment Prairie des Égalades, ce que vous avez fait, vous avez dit, voilà, on a pris telle compétence parce qu'il y a telle personne qui est spécialisée dans tel truc, etc. Aujourd'hui, je pense qu'il y a, il y a deux écoles. Il y a les gens qui font du génie civil. Donc j'ai pas mal de logos là devant moi. Là, voilà, donc il y a des gens qui sont dans le génie civil. Il y a des opérateurs paysagistes, etc., qui connaissent un peu cette ingénierie écologique, mais souvent les deux ne se mélangent pas. Et donc on a une méconnaissance et un manque de savoir-faire, je pense, chez beaucoup d'opérateurs de génie civil qui gagneraient à intégrer un savoir-faire de ces solutions fondées sur la nature, une maîtrise de ses coûts, et en fait, via la technicité, on gagnerait aussi en retour d'expérience, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit dans ces solutions un peu douces, là, solutions naturelles, c'est que ça coûte cher, c'est dur à entretenir et les durées de vie sont limitées. C'est un peu ça Or, en fait, il y a beaucoup d'exemples de ces solutions fondées sur la nature qui sont plus économes, qui apportent des co-bénéfices et qui ont des durées de vie parfois différentes. En fait, c'est juste pas les mêmes, c'est pas les mêmes effets. Donc, je pense que le deuxième levier, il est là-dessus. Il me semble que je fais un appel s'il y a des fonds d'investissement, des acteurs de la finance. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, à transformer, accompagner les opérateurs qui font de l'aménagement, qui font de l'immobilier, qui font du génie civil, vers l'intégration de ces compétences en matière d'ingénierie écologique. Ça me paraît essentiel. Et pour le coup, c'est un secteur qui génère énormément d'emplois indirects et induits. Dirakan, vous êtes d'accord avec ça sur ces enjeux, ces leviers? Oui, je suis d'accord avec ça. Et effectivement, en fait, c'est un peu quand on est élu ou alors les agents de notre territoire, quand on se pose la question de valider un projet, oui ou non, va se poser la question de à qui profite le projet, déjà dans un premier temps. Et nous, en tant qu'acteurs du développement durable, de se dire aussi qu'il faut, que plusieurs personnes soient contentées et pas que la personne qui va bénéficier par exemple de l'hôtel, etc. Donc il y a tout un paradoxe qui va se mettre en place et on va se poser la question de ok, j'accepte le projet, mais avec certaines conditions. Il faut qu'il y ait une mise en place, une préservation de la nature, une préservation du vivant de manière générale, des matériaux écologiques, etc., etc. Et en fait, on va faire peser sur la balance tous ces aspects-là. Et il y a aussi l'aspect économique pour le territoire et l'attractivité. C'est pour ça que je disais en préambule, en fait, ce sont des défis environnementaux, mais pas que. Ce sont des défis climatiques, des défis sociétaux, des défis économiques. Et dans la prise de décision, et donc il faut regarder tous ces aspects-là. Alors, on va prendre peut-être quelques minutes pour des questions, s'il y en a. Je crois qu'il y a quelqu'un qui doit faire passer un micro. Voilà. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? On va vous faire passer un micro. Alors, je donne le micro seulement s'il y a des questions. Mais y a-t-il des questions à poser à nos intervenants? N'hésitez pas. En tout cas, ils sont là pour ça, pour discuter avec vous. Je vous donne le micro. Le temps que les personnes réfléchissent, j'ai un autre exemple qui m'est revenu un petit peu sur ces logiques en fait coûts et bénéfices. Je vais vous raconter une autre histoire. Ça se passe en Normandie, toujours sur les sites du Conservatoire du Littoral. Donc on parle des plages du débarquement. Et ça a été très compliqué d'un point de vue territorial, le fait que le Conservatoire du Littoral achète les espaces un peu en retrait et derrière ces plages du débarquement en Normandie, parce qu'on avait envie d'y faire des hôtels, on avait envie d'aménager forcément. Et donc ça a été un peu la lutte pendant près de 30 ans. Et un beau jour, en fait, la collectivité, la région se disent, nous, on aimerait bien reconnaître les plages du débarquement comme patrimoine mondial de l'UNESCO.
Et donc, on va s'engager, poser un dossier. Donc, il faut savoir que la reconnaissance comme patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est un peu le jackpot en termes de reconnaissance, en termes de visibilité. Ça a été le cas en Nouvelle-Calédonie, par exemple. Enfin, ça génère des retombées économiques majeures, voilà, pour les opérateurs privés, pour tout le monde. Voilà. Et il se trouve que dans l'évaluation du dossier, en fait, ce qui a été remonté, c'est que s'il n'y avait pas eu le Conservatoire du littoral pour préserver l'aspect naturel de ces plages, elle n'aurait jamais été reconnue comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc j'aime bien cette histoire. Il n'y en a pas beaucoup, mais celle-là, elle est intéressante parce qu'en fait, elle permet aussi de voir que, en fait, il y a la valeur d'aujourd'hui, puis il y a la valeur d'option qu'on a dit en économie, c'est la valeur de demain. Et en fait, c'est assez insoupçonné, mais dans le doute, il vaut mieux protéger. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Vous avez peut-être réfléchi à une question. Oui, on en a deux. Alors, on va prendre d'abord monsieur. Bonjour, merci beaucoup. Alors ma question c'est, du coup on mesure quantitativement les services rendus par la nature et un petit peu autour de la notion qualitative des impacts sur nous en tant qu'humains, sur la société, sur l'écosystème. Est-ce que vous avez aussi développé des outils et comment mesurer qualitativement certains paramètres, certains indicateurs dans vos projets? Alors j'imagine c'est pour moi. Qualitative, enfin, et après peut-être sur l'aspect qualitatif, c'est toujours plus compliqué parce que c'est en fait, mais on peut pas faire l'éco. Enfin, nous on est quantitatif. Vous voyez que ça reste plein d'hypothèses. Enfin, si on rentre dans le dur, en fait, vous allez voir qu'il y a des hypothèses qu'on formule, qu'il y a des approximations. Des fois, je vois des chiffres publiés par mon équipe à la virgule près. Je dis, vous me virez cette virgule. Ça n'a aucun sens, en fait, parce qu'on traduit des réalités écologiques qui vont bien au-delà des bénéfices qu'on évalue. Quand on dit, par exemple, les différentes méthodes, c'est les coûts de remplacement ou les coûts évités. J'ai une prairie qui joue un rôle d'éponge et qui permet en fait d'éviter, de réduire le niveau d'eau en cas d'inondation sur le fait de se retrouver inondé. Et donc on regarde les pertes associées au fait d'avoir un peu plus d'un mètre d'eau en fait sur telle entreprise, etc. Mais les effets, ils vont bien au-delà de ce qu'on vit nous en termes économiques, quoi. Voilà, donc tout ça est approximé. Donc, et d'un point de vue qualitatif, c'est indispensable d'accompagner ce genre d'évaluation de choses beaucoup plus qualitatives, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est une approche qu'on pose, sur laquelle on progresse aussi en permanence parce que on cherche des équivalences, on cherche à rendre les choses plus palpables, plus pratiques en fait. Élie Morin, vous vouliez ajouter quelque chose sur l'aspect qualitatif ou, oui, allez, ou Dirakan, allez-y. C'est gentil. Effectivement, sur la partie des données qualitatives, à chaque fois qu'on met un projet en place, on a envie de savoir qualitativement ce que ça représente, surtout pour les habitants. Aujourd'hui, on n'a pas encore d'outils concrets qui permettent de mesurer cela. Mais par contre, on va faire des études qualitatives pour mesurer les projets après coup. Par exemple, là, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, on avait un grand parking dans un quartier qu'on a transformé en un espace agricole. Et ça, en fait, ce sont les habitants de la ville, les habitants du quartier qui ont décidé de ce projet. On avait fait une concertation citoyenne à dire comment vous voyez votre quartier d'ici 2026. Et donc, ils ont travaillé ensemble et ils ont dit, tiens, en fait, avant, ce parking il était plein de voitures, mais maintenant, il y a de moins en moins de voitures. Ok, donc on remplace ce parking, on va le remplacer par un espace agricole qui va être bénéfique pour l'ensemble des habitants parce qu'il y a des arbres fruitiers, on peut faire des plantations, on peut bénéficier de ce qui se passe sur cet espace agricole. Et donc, à côté, il y avait des locaux qui étaient vacants depuis plusieurs années. Et là, de plus en plus, il y a des entreprises de services qui se sont installées dans ce quartier. Donc, on s'est dit qu'en fait, ce projet qu'on
a mis en place avec les habitants. Qualitativement, il a pris, il est vraiment top parce que du coup, les habitants se sentent mieux dans le quartier, et ça valorise leur quartier, ça attire de nouveaux habitants dans ce quartier-là et ça attire aussi des entreprises et de l'emploi. Donc aujourd'hui, on s'est dit, on n'a pas un vrai outil concret qui permet de le mesurer, si ce n'est que derrière, faire des études, des questionnaires, évaluer pourquoi vous êtes installé sur ce quartier plutôt qu'un autre, etc. etc. Voilà. Merci beaucoup. On va prendre une autre question ici, là, devant. Ah d'accord, bon, allons-y, on va faire les trois. Oui, bonjour, Denis Richard, je représente un syndicat mixte de gestion de milieux naturels justement. Et je vais faire plaisir à Thomas Binet, mais voilà, il n'y a pas pour grand-chose, mais en même temps, ça nous a quand même bien rendu service. On a répondu, enfin, on a été candidat sur une étude à l'échelle Nouvelle-Aquitaine qui a permis de sélectionner 10 réserves. Et dans ces 10 réserves, c'est de savoir justement quelle est la valeur de ces 10 réserves naturelles. Alors pour nous, c'est un peu antinomique de parler de valeur par rapport à une réserve naturelle, parce que je travaille avec des naturalistes quand même. Et on a joué le jeu, on a été bien accompagnés, je souligne, et ça nous permet de dégager un chiffre qui est ce qu'il est par réserve. On a eu 2 réserves dans les Landes. Il y a 3 réserves qui ont été 3 réserves sur le syndicat et 2 réserves qui ont été sélectionnées pour cette étude. Une réserve qui s'appelle Arjusan, qui représente plus de 2000 hectares. C'est une ancienne mine à ciel ouvert. Et puis une autre qui est beaucoup plus petite, qui est dans l'arrière-dune côté Seignos, s'appelle l'Étang Noir, c'est 50 hectares. Et pour ces 2 réserves, on a eu 2 approches différentes, mais quand même la même idée de travailler avec du service écosystémique et de dégager derrière des valeurs. Valeurs pour les habitants, valeurs pour un territoire. Et la valeur, je vais vous prendre l'Arjusan, qui est la plus grande, qui fait donc ces 2000 hectares. Aujourd'hui, la gestion, c'est 1,2 million. Parce qu'il y a une dizaine d'agents, parce qu'il y a des actions pour conserver des milieux, les ouvrir, éviter que tout se referme, accueillir des oiseaux, une biodiversité. Et bien, cet espace-là, qui coûte 1,2 million, aujourd'hui, il représente en fait un service écosystémique à la population qui a été estimé entre 1,7 million et 2 millions par an. Donc quand on commence à parler de ce genre de chiffres avec des élus, forcément, pour celui qui n'est pas sensibilisé sur le côté nature, ça parle un petit peu plus, et là on peut se poser des questions. Se dire, ah oui, mais du coup ça profite à qui ? Ça profite à des promeneurs qui viennent se réoxygéner un petit peu, profiter du calme. Ça peut profiter aussi à des chasseurs, parce que c'est pas parce que c'est la nature que la chasse n'est pas sa place, entre guillemets. Ils en profitent également, et aussi ça profite aussi sur des services de biens qui sont cette fois financiers, parce que la réserve a aussi des espaces boisés qui sont exploités, pas dans le sens landais typiquement, dans le sens aussi on fait une sélection par rapport à ces boisements. Voilà. Et l'ensemble de ces services, ça permet d'avoir un lien justement entre le territoire et la réserve. On n'est pas un ovni, on n'est pas posé là comme ça et on ne se bat pas pour garder quelque chose juste pour nous. On le fait aussi pour tous les gens qui habitent autour. Donc voilà, c'était un petit témoignage, mais ça permettait quand même aussi de souligner ces services écosystémiques et ce que ça peut rapporter à l'échelle d'un territoire en valeur. Merci beaucoup et pour cette illustration. Vous voulez dire un mot pour réagir ? Juste une petite réaction. Bonjour Denis, je suis contente, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Peut-être un autre levier, et je profite de ton intervention pour... en fait, c'est les personnes qui vont être les porte-paroles de ces travaux-là. C'est-à-dire que nous, quand on évalue nos chiffres, quand on les pose sur la table, on a fait peut-être la moitié, le tiers du travail. Parce que la suite, elle ne dépend plus de nous. En fait, la suite, et le point important, c'est qu'il y ait des personnes qui se saisissent de ces chiffres-là, et comme tu l'as parfaitement fait, c'est-à-dire de les intégrer, de les rendre... de leur mettre une saveur qualitative, de mettre une réalité territoriale à travers ces chiffres et de pouvoir les mettre en musique dans un débat politique, dans des choix et des arbitrages d'aménagement. Parce que c'est ça qui est au moins aussi important que le travail qu'on fait. Donc bravo pour ça, parce que c'est pas la partie la plus facile. On va prendre une dernière question, madame qui avait levé la main. Oui, bonjour, merci. Moi, je voulais savoir, en fonction de vos différents donneurs d'ordre, que ce soit des mandats, des collectivités, éventuellement des privés, quand vous évaluez en fait un ROI ou des certaines valeurs, quelle est la notion de temps
que vous prenez en compte? Est-ce que c'est du temps court, du temps long? Voilà, qu'est-ce que... Voilà, je ne sais pas si tout le monde a bien entendu la notion de temps. Est-ce qu'on voilà, on est sur du temps court, du temps long? Alors, vous voulez moi, répondre? Peut-être dire à Ken si vous... mais peut-être que je peux démarrer parce que nous, ça a été un vrai sujet. En fait, alors j'ai l'option un peu pénible ou l'option sympa. Je vais prendre l'option pénible. Je vais vous parler du taux d'actualisation. Oh là là. Dans tout projet d'aménagement, dans tout projet, en fait, on prend une valeur qui est la valeur de dépréciation dans le temps. Et selon qu'on est plus ou moins optimiste, donc on applique un taux d'actualisation qui est plus ou moins important. C'est-à-dire que, ce que ça veut dire, c'est que 1 euro aujourd'hui vaut plus que 1 euro demain. D'accord? Donc, en fait, si je choisis d'agir aujourd'hui, ça aura une valeur différente de si je choisis d'agir demain. Et donc, dans tous les projets, quels qu'ils soient, d'infrastructure, on applique un taux d'actualisation, y compris dans les projets d'évaluation, quand on cherche à évaluer les bénéfices ou les coûts de certains aménagements. Et la question du temps, elle est centrale, en fait, parce que... justement, les bénéfices privés, eux, ils sont directement mobilisables. Une fois que les travaux de l'hôtel sont finis et qu'on peut entrer des clients, bon, ben voilà, c'est parti. La valeur qui se situe sur ces projets de préservation, dans l'exemple des plages de Normandie, elle s'est matérialisée 30 ou 40 ans plus tard. Voilà. Donc, en fait, il y a cette valeur d'option. Et en fait, sur les pas de temps, nous, généralement, on prend 2040, 2050 quand on fait de la prospective pour avoir le temps de voir ces évolutions et de suivre en fait les courbes, soit de mitage urbain, de développement foncier, de certaines évolutions de pression. On est sur des horizons à 10, 20, 30 ans. Et après, on ne peut pas faire plus parce que c'est quand même compliqué à mentaliser. Mais le truc qui est important, et ce qu'on met le plus en avant, c'est qu'une fois que c'est détruit, c'est trop tard. Et donc cette valeur, elle est irréversible. Donc les bénéfices, en gros, l'hôtel, il pourra être revendu. Enfin voilà, en gros, ça peut créer encore d'autres valeurs, etc. Une fois que la zone humide, elle est détruite, en fait, c'est pour toujours. Donc c'est difficile, en fait, de la restaurer. Et donc, en fait, il y a cette notion-là qui rentre aussi dans l'évaluation, quoi. Au-delà du temps. Mais le temps, vous avez raison, c'est hyper important. Alors là, pour le temps aussi, à date, on n'a pas encore d'outils. On voulait s'inspirer des outils qui sont disponibles en auto-diagnostic et on va remplir les données pour évaluer tout ça, notamment c'est le CEREMA. Donc ça, on ne l'a pas encore fait. On a prévu de le faire sur cette année 2025 et de voir effectivement ce qui nous intéresse le plus là, ça ne va pas être l'aspect financier, ça va être vraiment l'aspect de la préservation du vivant, de la planète et de comprendre les actions qu'on met en place, quel impact finalement ils vont avoir sur l'environnement. C'est pour ça qu'en fait on est en train de regarder avec l'ADEME aussi d'un autre côté pour savoir toutes les actions qu'on mène sur le plan d'action de biodiversité et plus largement sur toutes les actions de développement durable, quel est l'impact réel de nos actions aujourd'hui et comment dans le temps ça va perdurer, parce qu'à l'instant T on est en train de mettre des choses en place, mais pour nos enfants demain, qu'est-ce que ça va coûter. Là, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais par exemple du barème et de la charte de l'arbre, c'est de comprendre effectivement quand on fait le barème de l'arbre, il y a aussi une évaluation financière, mais il y a surtout une évaluation environnementale de cet arbre, combien de temps il va durer, combien de temps il va vivre, etc. Et en termes d'oxygène, qu'est-ce qu'il va procurer, etc. Merci beaucoup, merci à tous les trois, c'était passionnant. J'espère que ça a ouvert plein d'idées, de réflexions pour tous ceux qui nous ont écoutés. Je pense qu'on peut les applaudir, merci à vous. On va marquer une petite pause sur cette scène pour les tables rondes jusqu'à 14h. Vous retrouvez une prochaine table ronde ici à 14h qui s'intitule « Comment le numérique peut devenir un vecteur d'engagement ». On vous attend nombreux. Merci beaucoup.